Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir une comédienne pétillante, drôle et authentique. Une artiste que j'ai eu la chance de découvrir dans son étincelant seul en scène, intitulé Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Ouais, tout un programme, on va en parler. Un spectacle où elle nous dévoile avec humour et sensibilité son univers et son parcours sur une bande originale de Dirty Dancing. On adore. Pour les nostalgiques des années 80, c'est un régal. Cette comédienne, c'est la talentueuse Chloé Oliveres. Salut Chloé. Salut, merci de m'inviter. Eh ben merci d'être là avec nous. Tu vas bien ? Bah oui, très bien. Ça va très bien. Alors j'avais presque envie de t'installer un petit tapis de paillettes. Mais bon, du coup, je n'avais pas le budget et puis c'est compliqué après. Non, mais c'est très joli chez toi. Hein. Vraiment, je suis aux petits oignons. Ben, merci. Ce petit, je parlais du tapis de paillettes parce que c'est l'élément quasiment unique en termes de décor. C'est le seul décor de ton spectacle. Quasiment. Ouais, avec une fenêtre. Avec une fenêtre, oui, dans le fond. Et du coup, les paillettes, je me suis dit, c'est intéressant ça, les paillettes. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, les paillettes, Chloé ? Bah déjà, c'est tout. Je pense que c'est vraiment l'espèce d'univers qu'on identifie tout de suite. On identifie tout de suite les années 80, 90, quoi. Il y a un côté un peu disco. Donc déjà, évidemment, ça fait tout de suite appel à une culture commune. Comme tu disais, il y a cette nostalgie des années 80. Mais aussi, il y a un petit côté, bon, maintenant j'ai 40 piges, j'assume le costume à paillettes, et il y a quelque chose aussi de l'ordre de... j'y vais, quoi. J'y vais. Maintenant, j'ai 40 ans, je vais assumer jusqu'au bout ce désir d'être toute seule, de briller, etc. Est-ce que le métier de comédienne, c'est un métier à paillettes ? Bah justement, pas toujours, quoi. Donc, en effet, là, il fallait que je repaillettise un peu mon parcours. Non, justement, moi, j'imaginais ça quand j'étais petite. Je pensais vraiment, évidemment, comme beaucoup d'enfants qui rêvent à ce métier, que ça serait paillettes et compagnie. Et puis, en fait, non, c'est plus de l'ordre de l'artisanat. Je dirais plus, c'est l'ordre des copeaux de bois, hein, de la sciure du menuisier. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais par contre, en effet, je dirais pas que tout est désenchanté, mais il y a aussi une part de travail, de labeur, parfois de déception, etc., qui est pas que pailleté. Le métier de comédienne, c'est un métier que tu voulais faire depuis toujours ? Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie ? C'est arrivé... Alors tu le racontes dans le spectacle, on va pas trop spoiler, mais... Ouais. En fait, c'est arrivé effectivement par l'entremise des tonnes de cassettes vidéo que je regardais quand j'étais chez ma mamie en vacances à Toulouse, tous les étés. Elle voulait pas trop que je sorte parce qu'il faisait hyper chaud dehors. Elle avait peur que je prenne une insolation. Et donc, je restais la plupart du temps enfermée dans son salon. Et je regardais tous les films que je voulais. Il y en avait vraiment beaucoup. Et j'adorais en particulier les Disney et les comédies romantiques. Et à cette époque-là, les années 80-90, il y a eu profusion de comédies romantiques. Et je sais pas, je confondais la fiction et la réalité. Je pensais que les acteurs vivaient vraiment ce que je voyais dans les films, que c'était comme une sorte de petit documentaire où on filmait les gens en train d'avoir des aventures, etc. Et donc je me suis dit, ça a l'air trop cool comme métier, moi je vais faire ça. Enfin, si ça consiste à vivre des histoires d'amour toutes plus incroyables les unes que les autres, je veux faire ce métier-là. Et voilà, et après ça m'a pas quittée. Évidemment, heureusement, j'ai changé un petit peu d'objectif. Oui, parce que ton objectif premier, c'était ? De vivre des histoires d'amour avec Patrick Swayze. Ah oui. Ouais. Heureusement, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai pris des cours de théâtre et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'autre chose. Mais quand même, il y a quand même ce goût de la fiction qui est resté et de vivre des choses incroyables. Et quand même, il y a un côté, quand on joue, quand même, on vit des choses. C'est pas genre, je ne suis pas folle, vous savez, bonsoir. C'est pas Foresti qui limite à Gianni qui fait plus la différence entre fiction et réalité. Mais quand même, le cerveau, le corps passe par des émotions intenses, passe par des histoires incroyables, etc. Donc, il en reste quelque chose, ça nous imprègne quand même. On traverse des trucs. Moi, il y a des spectacles, je sors de jouer qui ont été intenses ou éprouvants émotionnellement et je me sens comme purgée un peu. Enfin, donc, il y a quand même on traverse quand même des histoires. Oui. Et on les vit quand même un peu. Qui impactent aussi les autres. Et nous, quoi. Bah oui. Ouais. Quand tu as eu cette envie de devenir comédienne, je crois que tu t'es mis en mode combattante, quoi. En mode warrior. Parce que je crois que ton père
T'as dit, enfin, tu Ouais. disais que tes parents étaient plutôt, ne t'ont pas en Oui. tout cas interdit cette voie. Ouais. Au contraire, t'ont plutôt soutenu. Ouais. Par contre, je crois que ton père t'a dit, Ouais, si tu ça dois. sera voie royale, quoi. Il faut que vraiment que tu... Ils avaient hyper peur, évidemment, que je travaille pas, comme on sait que c'est un métier très difficile d'accès et qu'on est beaucoup à vouloir le faire. Et comme ils y connaissaient rien parce qu'ils venaient pas de ce milieu, ils avaient juste entendu parler, comme tout le monde, du Conservatoire national, quoi. Hein, Jouvet, etc. C'était un peu à l'ancienne. Comédie française et tout ça. Donc mon père m'avait dit, OK, mais je veux vraiment que tu fasses tout pour entrer dans les meilleures écoles. Pour lui, c'était l'assurance que je travaille, en fait, puisqu'il voyait bien qu'il y avait une part d'aléatoire qui était difficilement maîtrisable. Il disait, bon, faut que tu mettes toutes les chances de ton côté, quoi. Donc, en effet, et puis moi, comme j'étais très bonne élève et très... j'avais envie de bien faire, et puis moi aussi, j'étais angoissée. Je me disais, mais c'est vrai que ça a l'air de reposer quand même sur des choses qui sont de l'ordre du hasard, du désir. Comment je vais faire pour pour rationaliser un peu le truc. Donc effectivement, j'ai travaillé comme un ours, comme je dis. J'ai vraiment énormément travaillé et je me suis dit, voilà, il faut que je mette... Enfin, il faut que je sois vraiment la plus forte possible, en fait, que je réussisse ces concours, que j'ai beaucoup raté. Puis j'ai fini par réussir le concours du Conservatoire national de Paris. Donc j'imagine que c'est une vraie école, et puis plus on en passe, et plus on fait aussi face à une forme d'échec, je mets entre guillemets, parce que tout dépend ce qu'on va mettre derrière ça, mais en tout cas de ne pas être retenu, etc. C'est aussi de le voir comme une forme de laboratoire. Je crois que tu me disais que c'était aussi un accélérateur de progrès. Oui, c'est vrai. Ces concours-là. Oui, c'est vrai. En tout cas, pour moi, le conservatoire, les concours des écoles, ça m'a vraiment... j'ai tellement travaillé. J'ai tellement du tout décortiqué, du jeu, de comment être au présent, comment me sentir le plus libre possible. C'est vrai que je parle pas de liberté, mais aussi, en fait, ce qu'on aime voir chez les acteurs, les actrices, c'est aussi ce qui va vibrer, c'est un peu le risque, quoi. On se dit, ah, cette personne, elle est vraiment en face de moi. Il y a quelque chose de vivant. Et moi, je pense que ce qui est vivant, c'est quand la chose, elle peut échapper, quand il y a une part d'imprévu, de liberté. En fait, on sent que l'acteur, il est là pour de vrai, quoi. Et ça veut dire que c'est pas respecter une partition de A à Z de façon scolaire et un peu figée. Donc tout ça, j'ai dû essayer de comprendre comment ça fonctionnait, essayer de travailler pour être dans cette disposition-là, ce jour-là, à 9h50, après avoir vu la comédienne d'avant qui avait l'air géniale, etc., et de se dire non, c'est pas grave, moi je vais y aller. Enfin, bref. Et en fait, ça m'a fait comprendre des choses qui me servent encore. Et puis aussi, j'ai été au contact des textes, j'ai travaillé énormément de scènes, j'ai travaillé avec énormément de partenaires, de gens, etc. Et je pense que j'aurais pas autant travaillé si j'avais pas eu ces échéances-là. Mais bon, c'est pas une recette absolue. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et je sais plus si c'était dans le cadre d'une audition, mais on t'a demandé de déborder. Ah oui, non, c'était mon prof au conservatoire, Daniel Mesguich, qui... Donc, comme je le disais, moi, je suis très scolaire. C'est aussi pour ça que c'est beaucoup passé par le travail, mais y compris le travail sur moi, de progresser comme comédienne. Et je travaillais une scène avec lui. Et un jour, je lui passe la scène et il fait je te mets 20 sur 20. 20 sur 20, c'était parfait. Et il dit ça avec un peu d'ironie, comme si j'étais un enfant. Et il me dit... mais en fait, c'est pas bien. C'est pas ça que je demande. C'est pas ça qu'il faut faire. Les acteurs, on n'attend pas qu'ils soient parfaits. On n'attend pas qu'ils aient tout bien fait comme... Là, t'as tout bien fait comme je t'ai demandé. Je peux reconnaître toutes les indications que je t'ai données la dernière fois. Et il dit, mais en fait, c'est pas ça être acteur. Il faut que tu me débordes. Il faut que tu reprennes à ta sauce. Il faut que tu me désobéisses. En fait, moi, je t'ai donné des indications. Je t'ai donné mes idées sur la scène. Je t'ai donné un chemin, mais si t'en fais rien, t'es juste un petit pantin, quoi. T'es Pinocchio, c'est pas vivant, enfin. J'ai chialé pendant 3 jours, parce il avait mis le doigt sur un truc tellement vrai, qui était effectivement ce côté de... Et ça avait été, je pense, aidé par ce que me disaient mes parents, par exemple, il faut que tu sois là, il faut que tu travailles, il faut que tu sois au conservatoire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, comme si tout ça était un chemin rationnel, balisé, où A plus B égale super comédienne. Non, en fait, finalement, c'est plus
malheureusement ou heureusement, j'allais dire malheureusement, j'ai encore un petit peu de travail à faire. En fait, il ne s'agit pas de tout bien faire comme il faut. Et le problème, c'est que quand on a été hyper habitué à être scolaire, à bosser, à vouloir que les choses aussi, elles se résolvent, à vouloir qu'il y ait des solutions. Je sais pas, j'arrive pas à faire mon grand écart. Je vais faire 2 fois plus d'assouplissement et puis un jour, j'arriverai à faire mon grand écart. Mais non, en fait, être libre, être spontané, être au présent, être créatif, être inspiré, ça peut pas tellement, il n'y a pas tellement de recettes toutes faites, quoi. Bref, il a mis le doigt sur ce truc-là. Et ça a été hyper important dans mon parcours. Parce que je me suis dit, ouais, en effet, quoi. Il faut passer de la bonne élève, la petite fille obéissante, à l'être humain qui va travailler avec ce qu'il est. Et ses imperfections et aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Y compris et surtout, en fait, dans ses imperfections. Et d'ailleurs, il nous disait souvent ça, Daniel. Et d'ailleurs, il était un peu incompris, mais ça l'énervait, les cours de yoga, de danse, de machin, de trucs, parce qu'il disait, mais en fait, vous n'êtes pas des athlètes. Moi, je veux que vous fumiez des 5 paquets de clopes et que vous buviez du whisky. Et évidemment, c'était pas vrai. Mais c'était une façon de dire, en fait, une voix d'acteur, en fait, elle peut avoir des nodules parce que ça va faire le grain de la voix. Et c'était une époque où on voulait nous faire passer chez l'orthophoniste pour corriger nos défauts, d'élocution. C'était l'époque où il y avait un côté, un esprit sain dans un corps sain. Et il disait, mais en fait, c'est toutes vos rugosités qui vont faire aussi les acteurs que vous êtes et ce que les gens aussi vont aimer. Donc, évidemment, ne vous mettez pas à fumer 5 paquets de clopes par jour et à picoler. Mais c'était une façon de nous dire... Ne soyez pas trop lisse, quoi. N'essayez pas de... Ouais, ou de rentrer dans un moule. Dans une sorte de norme ouais. Qui n'est pas représentative de la vie, parce que le théâtre, le cinéma, c'est la vie en augmentée, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et puis ce qui va faire la singularité d'un artiste, c'est aussi ce qui va nous plaire chez lui. C'est pour ça qu'on va aimer Yolande Moreau, parce qu'elle a quelque chose de tellement singulier, tellement spécial. C'est pour ça que... on aime Jane Birkin, c'est parce qu'elle a un accent de ouf et que heureusement que personne lui a matraqué, l'a matraqué pour qu'elle parle tout bien parfaitement français. Enfin, je veux dire, en fait, c'est vrai que finalement, quand on regarde les acteurs ou les artistes qu'on aime, c'est ceux dont on perçoit effectivement les singularités, les saillies, les imperfections. Enfin, c'est pas très intéressant de voir des gens formatés, quoi. Et donc là, tu nous parlais de cette époque où donc, tu étais au conservatoire, donc là, tu avais réussi l'audition. Tu as dû être hyper contente. Ouais, c'était incroyable. Et à la fois, j'avais un complexe de l'imposteur de ouf. Parce que comme j'avais beaucoup travaillé, je me disais, en fait, quand je vais rentrer au conservatoire, ils vont se rendre compte en 3 secondes que je suis nulle, en fait. Parce que là, je l'ai eu parce que j'ai beaucoup travaillé, mais je vais pas pouvoir tout le temps produire la même chose, etc. Donc, j'avais un énorme... complexe de l'imposteur et un sentiment d'illégitimité qui me poursuivait malgré tout. Et ma prof à l'époque, Catherine Hirsch, qui m'avait fait travailler pour les concours, qui m'avait vraiment accompagnée dans tout ça, m'avait dit, écoute Chloé, on s'en fout, peut-être qu'ils t'ont prise pour faire le ménage, mais maintenant t'y es et tu vas en profiter. Et elle avait eu trop raison. Plutôt que d'essayer de me dire, mais non, t'es légitime, t'as ta place, elle m'avait dit, et alors, maintenant ils t'ont prise, tant pis pour eux. Et en fait, elle avait triché avec ce complexe de l'imposteur et je m'étais dit, ouais, elle a raison, en fait, finalement, ils peuvent plus me virer. Je suis dedans maintenant. Je suis dedans maintenant. Donc même si je suis nulle, tant pis, je vais prendre tout ce que je peux, je vais progresser le plus possible, je vais vraiment essayer de tout attraper et puis je serai moins nulle en sortant. Et ce complexe de l'imposteur, c'est compliqué parfois de s'en débarrasser, parce que j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle expérience, en fait, c'est aussi notre fragilité. Totalement. Face à l'inconnu. Et à la sortie du conservatoire, tu avais une idée précise de là où tu avais envie d'aller en tant que comédienne? Ouais, moi, mon rêve, c'était de travailler avec des grands metteurs en scène ou des grandes metteuses en scène. J'imaginais que en sortant du conservatoire, on avait accès à tout de suite des grosses productions ou des spectacles incroyables, etc. Et en fait, ça n'a pas été si simple. Bon, même si pour moi, ça a été assez rapide quand même, puisque grâce aux auditions qu'on peut passer via le Jeune Théâtre National, j'ai eu assez rapidement du travail. Mais c'était pas avec des gens que j'admirais quand j'étais au conservatoire. C'était des gens que je connaissais pas forcément, etc. Après, j'ai été très heureuse. Et surtout, ce qui a été
incroyable pour moi, c'était de vivre de ce métier, quoi. D'être payée pour aller faire ce que je préférais faire au monde. Ça, c'était incroyable, je me souviens. Et je me disais, il y a eu un principe de réalité. Pour moi, enfin, vraiment, il y avait quelque chose de très difficile à rendre concret. Pendant des années, j'avais une impression flottante de vivre une sorte de rêve et que c'était pas normal. Enfin, il y avait quelque chose de pas normal, quoi. Ça allait s'arrêter? Ouais, que ça allait s'arrêter et puis que c'était pas réel. J'avais un sentiment d'irréalité, d'être payée pour jouer, pour aller répéter et tout. C'était incroyable. Et après, il y a eu d'autres étapes. Mais après, effectivement, au bout de quelques années, j'ai eu envie de porter... Enfin, parce que j'ai travaillé pour les autres, pour des metteurs en scène, pour des auteurs, etc. Et puis après, j'ai eu envie de... Mon désir s'est un petit peu transformé et j'ai eu envie d'être plus dans la création. De plus être seulement interprète. Oui. Et de plus être dans aussi la fabrication du théâtre, quoi. Pas juste d'être d'un vecteur pour d'autres personnes, pour d'autres textes, etc. Mais que ça soit un peu plus ce que moi j'ai envie de raconter. Ça, c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure de ce côté scolaire, finalement, où d'intégrer ce qu'on te disait, etc. Et que, en fait, de voir comment ça a aussi évolué chez toi. C'est-à-dire que d'un coup, tu as pris conscience que tu pouvais être aussi créatrice enfin, en tout cas, j'allais dire, de sculpter la comédienne que tu avais envie d'être, plutôt que de laisser les autres te définir. Ouais, complètement, et c'est vrai qu'en tant que... Enfin, c'est un métier où forcément on est souvent au service d'un projet, au service d'une vision, d'un metteur en scène, d'un réalisateur ou réalisatrice. Comment on trouve sa liberté, son autonomie en tant que comédienne dans ce métier-là ? Pour toi, c'est important, en tout cas. Ouais, pour moi, c'est hyper important, et de plus en plus. Et c'est vrai que je viens d'une époque où les acteurs, en tout cas au théâtre, étaient considérés... c'était la mode de l'acteur interprète, l'acteur vecteur, l'acteur passeur de texte, etc. Et donc, il fallait s'effacer le plus possible. Sans doute que moi, j'avais déjà mon ego qui avait envie de... Ma petite faille narcissique qui n'était pas hyper satisfaite de juste être une sorte de page blanche sur laquelle des mots, à travers laquelle des mots allaient s'imprimer dans les cerveaux des spectateurs et des spectatrices. J'avais des petites velléités quand même de m'exprimer moi en tant que moi, quoi. Et c'est venu avec la maternité, en fait. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fabriqué un enfant. Je me suis dit, en fait, je sais fabriquer des trucs. Justement, on en parlait tout à l'heure. Mais j'ai rencontré aussi Tiffaine Gentillot, avec qui je travaillais à l'époque, et qui tombait enceinte à peu près en même temps que moi. Et on a senti... c'est aussi passé par une sorte d'urgence où on s'est dit, là, quand t'es comédienne et que t'es enceinte, en fait, t'as moins de boulot. Même, tu peux carrément ne plus être comédienne du tout. On voit qu'il y a un décrochage des actrices au moment de la maternité. Et donc, il y a eu une sorte d'urgence il va falloir se donner à nous-mêmes notre propre travail. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit, mais que là, l'expérience qu'on était en train de vivre de maternité, en fait, c'était une expérience qui était digne d'être racontée et qui avait vraiment matière à en faire quelque chose. Et donc, on a commencé à travailler sur nous, ce qu'on était en train de vivre, qui était en plus une histoire de bonne femme, puisqu'il y a un côté très privé de l'expérience de la maternité. Et on a toujours renvoyé les femmes à cet aspect privé, cet aspect... un peu obscène, c'est-à-dire qui ne peut pas être raconté, pensé, représenté, etc. Bon, ça, c'est vraiment un truc qui se vit dans la chambre à coucher. Ça a vachement changé, mais je parle de ça, c'était il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus d'œuvres, d'essais, de pièces, de films qui racontent ça. Mais à l'époque, en 2013, c'était assez confidentiel. Donc, c'est venu un peu, quand même, cette idée d'être aussi créatrice, de se donner à son propre texte, de se donner quelque chose à jouer, c'est aussi venu d'une nécessité, parce qu'il y avait une sorte de risque de plus travailler, de plus être désiré. Oui, de dépendre en fait du bon vouloir des autres. Exactement. Donc c'était une façon de s'émanciper aussi, de cette peur de plus être appelé, de plus... Enfin, il y a quand même un metteur en scène à l'époque, un auteur, que je citerai pas, mais qui avait donné mon rôle. Je devais faire une lecture publique. Et entre-temps, je suis tombée enceinte. Mais j'aurais pu la faire, la lecture publique, je veux dire, dans le planning, ça, c'était possible. Et un jour, une copine m'appelle en me disant, il y a Bidule qui m'a proposé ton rôle dans la lecture.
Je lui ai dit, ah bon? Elle me dit, bah, je savais qu'il te l'avait proposé en premier, donc je lui ai dit, bah, tu l'avais pas proposé à Chloé? Et il lui aurait répondu, bah, Chloé, maintenant, elle est mère. Ah. Et c'était, c'est incroyable, c'est presque, c'est caricatural, presque on n'y croit pas. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, il avait dit tout haut ce qui se tramait tout bas et qui sans doute existe encore beaucoup. C'est-à-dire que l'actrice, elle est quand même encore vachement associée au désir, elle est quand même vachement associée voilà, à ses origines, à son essence. C'est-à-dire, les actrices étaient plus ou moins des putes. Enfin, il y a eu toute une période comme ça où fallait être désirable, fallait être entretenu, etc. Donc, le faire valoir des hommes. Le faire valoir des hommes et tout. Donc, il y a quand même quelque chose de très associé à ce statut-là. Et donc, on est toujours dans cette dichotomie et ces antagonismes, la pute, la maman ou la putain. Et là, je passais de, entre guillemets, la nana désirable, la putain, à la maman. Et ça, en fait, c'était pas compatible. Même si, évidemment, je sais pas si le mec a eu tout ce cheminement de pensée, mais je pense qu'il y a quelque chose comme de cet ordre-là. Donc, c'est hyper difficile pour les actrices. C'est pour ça qu'il y en a qui le cachent, hyper violent. C'est pour ça qu'il y en a plein qui le cachent. Et donc, voilà. Donc, effectivement, se mettre à se fabriquer... à créer. C'était une façon aussi de s'émanciper et de conjurer ce truc-là. Puisqu'en plus, la matière de notre premier spectacle avec les filles de Simone, avec Tiphaine, ça a été de justement dire, eh ben, vous pensez que ça, on peut pas en faire du théâtre? Eh ben, regardez, on va en faire du théâtre, précisément. Les filles de Simone, pour repréciser, c'est un collectif? Ouais, c'est un collectif de théâtre féministe que j'ai cofondé donc avec Tiphaine Gentillot, puis avec Claire Fretel. Et on a fait avec toutes les trois, on a dirigé une compagnie qui existe encore, mais que moi j'ai quittée au bout de 8 ans, avec cette compagnie, on a fait 4 spectacles où les points de départ à chaque fois étaient des questionnements féministes en tout cas. Donc il y a eu la maternité, puis le deuxième spectacle c'était sur le corps des femmes, les secrets d'un gainage efficace. Ensuite on a fait un spectacle sur la sexualité et la puberté qui s'adresse aux adolescents, qui s'appelle La reproduction des fougères, qui continue à se jouer mais uniquement dans les collèges. Et le dernier spectacle qu'on a fait, ça s'appelle Derrière le hublot se cache parfois du linge, et ce spectacle il continue à tourner, et là c'est sur le couple hétérosexuel. Et ça, tu me disais que c'était, en termes d'approche, c'était de l'autofiction, hein, c'est ça? C'est-à-dire vous partiez de votre vécu, Ouais. Et vous tiriez le fil de ça pour en créer des histoires, c'est ça? Ouais, il y avait une jonction entre une question de société, ou une question souvent soulevée par la pensée féministe, ou les courants de pensée féministe, et on essayait de faire la jonction avec nos expériences vécues et de trouver cette espèce de point de jonction entre une question de société ou une question politique et notre intimité. Et il y a un va-et-vient comme ça dans les spectacles. Et donc ça m'a vachement formée à l'écriture aussi, à travers ce travail, parce qu'on écrivait beaucoup collectivement, et la mise en scène également. Donc je me suis aussi formée à travers le travail que j'ai fait avec les filles. Cette expérience et cet outil d'écriture que j'ai utilisé après pour mon seul en scène, c'est-à-dire d'identifier des séquences dans la vie, des moments qui sont comme des nœuds systémiques. Par exemple, je sais pas, le jour où on annonce à ses parents ou sa mère qu'on a ses règles. On se rend compte que c'est des expériences qui sont très partagées et qu'il y a des choses qui se retrouvent dans plein de récits, et que en fait, le fait de le raconter à la première personne et de s'en souvenir précisément, souvent ça va faire écho à plein d'expériences vécues, plus ou moins de la même manière. Et puis en fait, comme c'est très partagé, on se rend compte qu'en fait, ça raconte quelque chose de notre société et de la place des femmes dans notre société. Alors, à travers quelque chose qui semble anecdotique. Oui. Personnel. Et personnel. Hyper intéressant. Donc là, ça t'a à la fois permis aussi de te positionner toi en tant que comédienne sur aussi la place presque politique de l'artiste aussi. Oui, c'est vrai. On en parle beaucoup dans ce podcast, en fait, de la place de l'artiste dans la société, et faire évoluer aussi les regards sur nos sociétés. Toi, quelle est ta vision de ça? Moi, je suis sûre de ça, même si c'est pas, ouvertement militant,
je suis sûre que l'art a cette fonction, en tout cas, de remuer quelque chose, de faire bouger des perceptions, et donc forcément un rapport au monde. Enfin, et après, c'est pas forcément militant ouvertement, mais le fait est que... C'est pas un gros mot non plus. Hein, Non, militant. en plus, ça peut l'être. Moi, non, je le suis dans mes spectacles. C'est, comment dire, Non, mais en fait, je rebondis là-dessus parce qu'on a tendance souvent à atténuer ce mot. Oui. Parce qu'on va nous mettre un peu du côté oui, c'est vrai, t'as raison. hystériques. Non, mais c'est clair, t'as raison. En plus, moi, je le suis vraiment ouvertement, mais je me dis que même quand l'art a l'air de ne servir à rien, justement, le fait qu'il ne serve pas, qu'il soit pas dans une sorte de profit immédiat, il permet il permet une forme de transformation du monde, de la perception, du quotidien. Enfin, donc, en effet, c'est politique, ça, puisque ça nous fait changer notre rapport au monde, et en changeant notre rapport au monde, on peut le remettre en question, on peut essayer de penser à un monde nouveau ou différent, etc. Donc, ouais. Et toi, ça t'a fait aussi un petit peu changer la manière dont tu avais envie de travailler en tant que comédienne? Bah oui, complètement. Complètement, parce que c'est vrai que moi, j'ai de moins en moins envie de participer à des projets auxquels j'adhère pas. Adhérer au sens vraiment en plus de pot de colle, quoi, de fusion. J'ai de moins en moins envie d'être juste une interprète au service d'un texte ou d'une mise en scène, etc. C'est de plus en plus difficile pour moi, et pour l'instant, j'ai pas trop à le faire, donc c'est génial. Je travaille par exemple avec Lorraine de Sagazan, qui d'ailleurs là en ce moment fait une mise en scène à la Comédie Française, avec qui je joue un spectacle qui s'appelle La Vie Invisible. Et par exemple, dans ce spectacle là, j'ai pris part au processus de création, même si c'est elle la metteuse en scène, qu'elle a coécrit le texte avec Guillaume Poix. Il y a eu quand même beaucoup, je veux dire, on y a mis d'une autre, et elle travaille beaucoup comme ça. Elle vraiment, elle puise chez les acteurs de la matière pour le spectacle, et après c'est un truc qui circule entre les acteurs, leurs personnages, le texte, etc. C'est pas, on n'est pas des petites marionnettes, quoi, au service d'un truc. Et vraiment, j'ai plus trop envie de faire ça. Et je pense que là, dans ce qui se fabrique au théâtre en ce moment, dans les nouvelles générations et tout, il y a de moins en moins de choses qui ressemblent à ça, en plus. Ouais. Où on va juste demander aux acteurs de se glisser dans la peau d'un personnage. Comme si c'était un costume qu'on enfilait. Ça me fait penser à une époque, on m'avait raconté que les mises en scène de, par exemple, Tartuffe, des Molières, étaient toujours les mêmes. Il n'y avait pas vraiment de metteur en scène. Et c'était toujours... Tartuffe entre à Jardin, et puis il fait ça, scène avec Elmire, et il ressort à court. Dans l'acte 2, scène 3. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... Et en fait, du coup, quand on devait remplacer un personnage, quand on devait remplacer un rôle, il suffit d'aller au café du coin, je sais pas, je sais plus le nom du café, où il y avait tous les acteurs qui étaient là, qui attendaient. Et on disait, on a besoin d'un Tartuffe pour demain, il y a une date de tournée à Royan. Qui connaît le rôle? Moi. Et en fait, connaître le rôle, ça voulait dire connaître le texte et les déplacements. Et didascalie, quoi. Et les didascalies. Donc, voilà, ça c'est vraiment pour moi l'image archétypale de ce que j'ai pas plus envie de faire. Après, je suis sans doute caricaturale, je pense que ça se fait plus trop, mais quand même, il y a cette idée de hiérarchie encore de l'auteur tout-puissant ou du metteur en scène, et je dis à dessein avec au genre masculin, parce que je pense aussi que les femmes, c'est peut-être un peu moins ça, bien qu'il y ait évidemment des metteuses en scène qui sont dans un truc de pouvoir et de truc pyramidal et tout, mais en tout cas, cette pyramide où le metteur en scène et l'auteur sont au-dessus et les acteurs en dessous, ça, j'en ai marre et ça me gonfle. Et je trouve que c'est injustifié en plus. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va parler de ton seul en scène. Ouais. Pour ton seul en scène, donc tu as écrit. Ouais. Tu avais déjà ta vision de ce que tu voulais venir raconter, mais tu as quand même fait le choix de prendre un metteur en scène. Oui, c'est vrai. Et tu n'as pas choisi n'importe quel metteur en scène. Ouais. Alors, on le connaît un petit peu, parce qu'il est passé dans ce podcast il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il s'agit de Papy, Alain Degois, qui vient plutôt, lui, d'un univers qui est celui de l'impro au départ, et qui a par ailleurs accompagné d'autres je veux dire, solistes en scène. Oui. Qu'est-ce qui t'intéressait dans son approche? Pourquoi tu l'as choisi, lui?
En fait, comment vous êtes choisis? Parce que c'est aussi une rencontre complètement. dont on parle. Alors, au départ, j'avais encore mon petit complexe de l'imposteur. Je m'étais dit, bon, là, j'ai fait des spectacles avec les filles de Simone, mais écrire un spectacle vraiment toute seule, je n'en suis pas capable. Je ne sais pas écrire. Enfin, voilà, je suis repartie comme en 40. Et je me suis dit, il faut que quelqu'un m'aide. Il faut que quelqu'un m'aide. Et donc, j'ai été frappée à plusieurs portes, des femmes, autrices, metteuses en scène. Et puis, on m'a conseillé Papy, une copine à moi, Claire Méchin, qui joue dans les Blondes and Blondes. Elle m'a dit, mais Papy, il est génial. Il a travaillé avec Blanche Gardin, avec Jamel Debbouze, avec Marc Fraise. C'est vraiment un mec super. Il est hyper fort pour faire ce que tu veux, c'est-à-dire ce que tu cherches, t'accompagner dans ton processus de création de ton seul en scène. Parce que j'avais pas besoin de quelqu'un, en fait, qui écrive pour moi. Même si dans les moments de doute, je me disais, je veux que quelqu'un m'écrive mon truc, et puis voilà, ça sera fini. C'était vraiment pas le but. Mais j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne, quoi, qui me montre un peu le chemin, qui m'aide à faire des choix, qui me donne confiance, etc. Donc j'ai rencontré plein de gens, et puis j'ai rencontré Papy. Et je le connaissais pas du tout. Et en fait, je suis sortie de la séance de travail galvanisée avec plein d'idées. Je me sentais plus gonflée qu'en y allant. Et je me suis dit, ça, c'est un super bon... C'est vraiment... de très bon augure, parce que j'ai l'impression qu'il ajoute de l'eau à mon moulin. Alors que j'avais fait d'autres séances avec d'autres gens où je me sentais un peu angoissée en sortant, un peu en questionnement, un peu genre, mais est-ce que j'ai la bonne idée? Finalement, ce que j'ai envie de raconter, c'est pas intéressant. Mais je vais pas y arriver, etc. Donc, ok, non, vraiment red flag. Et avec lui, c'était un peu genre, bah ouais, vas-y, quoi. Vas-y. D'ailleurs, quand j'avais participé à son anniversaire, là, j'avais fait un petit texte sur le fait que je trouvais que c'était une doula, Papy. C'est vraiment un accoucheur, quoi. Il est là, il t'accompagne, il te dit poussez, allez, respirez, ça va bien se passer, quoi. Et en fait, c'est génial, l'accouchement se passe hyper bien. Mais c'est difficile d'être dans cette position-là, vraiment. Il a ce don-là, ce talent-là. Et il n'est pas intrusif, c'est-à-dire que j'ai vraiment accouché, entre guillemets, du spectacle que j'avais envie de faire, qui me ressemble vraiment. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, il dit souvent, c'est toi le boss. Parce qu'en fait, c'est pas lui, il dit pas ce qu'il faut faire comme spectacle. Il se dit pas. C'est pour ça, quand on dit c'est un metteur en scène, c'est pas vraiment un metteur en scène au sens classique. Parce qu'en fait, il te dit pas, tu vas là, tu fais ça, fais tel mouvement, ou... Bon, là, je suis vraiment dans le côté cliché du metteur en scène, mais il va pas non plus te donner, comment dire, sa vision ou son interprétation du texte. Par contre, il va concocter avec toi la meilleure façon de présenter ton spectacle. Et c'est juste qu'il va soit t'aider à dérouler le fil, la pelote, soit te dire là, je pense que t'as une bonne piste. Et en fait, comme ça, progressivement, j'ai réussi à aboutir à un spectacle, le spectacle que j'avais envie de faire, mais je savais pas comment le faire. Seul en scène, souvent on me demande la définition du seul en scène. Toi, comment tu le définirais? Pour moi, un seul en scène, c'est comme son nom l'indique, c'est d'être seul sur... Simplement. Une lapalissade. Arrêtez avec cette question. Pour moi, c'est être seul sur scène. Et ça peut avoir plein de... Je pense qu'il y a plein de façons de... Après, quand on dit seul en scène, il y a un petit côté théâtre. Et quand on dit one man show ou one woman show, il y a plus un côté humour. Ouais. Peut-être c'est ça un peu la différence. Et ce que je propose, moi, dans mon spectacle, c'est une sorte de chose un peu hybride, justement, entre one-man show et théâtre. Et d'ailleurs, tu demandais ce que Papy m'avait apporté. Oui, c'est vraiment ce rapport aussi au public, cette veine un peu stand-up, puisqu'il y a plein de moments où je suis au présent avec les gens. Et je fais pas du crowd working, je sais plus comment ils appellent ça, là, quand ils jouent avec le premier rang et qu'ils font des blagues aux gens, etc. Je fais pas vraiment ça, mais quand même, j'ai une façon de m'adresser à eux, aux gens, qui ressemble à ce qu'on peut voir dans le stand-up. Et ça, c'est vraiment Papy qui m'a encouragée à faire ça et qui me l'a même fait travailler. Oui, parce que tu me disais que forcément, seul en scène, on n'a pas de partenaire. Ouais. Et que finalement, son partenaire, c'est le public. Totalement, ouais. Ouais, pour moi, c'est vrai. Mais après, on peut faire un seul en scène avec un quatrième mur. Mais en tout cas, un quatrième mur, ça veut dire je fais comme si les gens n'étaient pas en train de me regarder. Mais en tout cas, c'est pas ce que je fais là dans ce spectacle. Et je me sens pas seule parce que en fait, je joue avec les spectatrices, les spectateurs qui sont là. Ça nourrit ce que je fais. Ça le perturbe aussi, mais tant mieux parce que ça me ramène au présent. En fait,
je fais le spectacle avec les gens qui sont là. Je le fais pas juste... oui, vraiment, c'est les spectateurs, les spectatrices sont une composante de ce qui se passe au moment où je fais le spectacle. Donc je me sens pas seule, quoi. C'est comme quand j'étais partie en Chine à 30 piges pour me sauver d'une histoire d'amour toxique. Et j'avais hyper peur. Je me disais, je vais être seule. Mais en fait, pas du tout. Je rencontrais tout le temps des gens et je vivais tout le temps des choses avec d'autres êtres humains. Donc en fait, je me sentais pas seule. Et là, c'est pareil. Je fais la même expérience sur scène. C'est-à-dire que j'ai jamais l'impression d'être seule. Le seul moment où je me sens parfois un peu seule, c'est dans ma loge avant de rentrer sur scène. Où là, effectivement, des fois, j'ai envie d'avoir un peu de compagnie pour au moins faire des blagues, pour avoir un peu moins le trac. Mais sinon, non, je me sens pas seule. Je me sens pas seule. Et alors, pourquoi à ce moment-là, tu as eu envie de faire un seul en scène après tous ces projets collectifs que tu as pu faire, tout ce chemin? J'ai une petite idée, je crois que tu avais très envie de faire ta crâneuse. Ouais. Ouais, je sentais que c'était... J'avais l'impression que c'était l'aboutissement d'assumer quelque chose. C'est-à-dire que oui, ce désir, cette espèce de faille narcissique que j'avais depuis petite, de sentiment d'exister parce qu'on me regardait ou qu'on m'applaudissait ou qu'on m'écoutait. En fait, finalement, j'avais jamais été au bout de ça et je m'en étais excusée beaucoup, y compris dans mon expérience avec le collectif Les Filles de Simone, où je me cachais aussi derrière cette idée de collectif. Et même ce collectif, tout simplement, et où j'assumais pas aussi mes désirs, et peut-être aussi ma créativité. Et parce qu'aussi, j'avais peur qu'on me traite de crâneuse. Enfin bon, après, voilà, je raconte tout ça dans le spectacle, mais en gros, je me suis dit, peut-être maintenant, t'as 40 ans, il est peut-être temps d'assumer, de mettre son costume à paillettes, et de dire ce que t'as envie de dire, de te présenter aussi comme t'es, même avec ton désir de faire ta crâneuse, même avec ta faille narcissique. Et c'est pas facile à assumer, même là, de te le dire. J'ai hyper peur qu'on pense que je fais ma crâneuse. Et à la fois, je pense que vraiment, pour moi, le salut va passer par le fait d'assumer ça aussi. D'assumer aussi d'avoir envie d'être écoutée, d'être entendue, pour moi-même, avec mes mots, etc. J'avais relevé une phrase dans ton spectacle où tu dis... j'ai peur de disparaître. Si vous me regardiez pas, ouais. Je serais même pas sûre d'exister. Ouais. Ça, c'est vraiment exactement, je pense, le cœur de, je pense, ma plus grosse névrose. C'est effectivement, je me suis vachement construite avec le regard des autres, d'abord de mes parents, et avec une sorte de terreur de disparaître si j'étais pas au centre de l'attention. C'est lié beaucoup à la naissance de ma petite sœur, qui a été quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à dépasser pour plein de raisons. Mais en tout cas, ça a vraiment été le cœur de ma névrose. Et ça l'est encore, mais j'y travaille. Et je pense que le seul en scène, assumer de faire un seul en scène, et assumer ça déjà, je pense que c'est vraiment un pas vers aussi plus de liberté et moins de névrose. Et donc ce sentiment, cette peur de disparaître, je l'ai sublimée, d'abord en faisant des spectacles de Noël quand j'étais petite, d'abord en faisant ma crâneuse avec mes copines, etc., en faisant des spectacles dans la cour de récré, et puis après en devenant comédienne. Mais ça a été empêché, ce désir-là, il a été beaucoup empêché par ce que les autres ont dit, justement, cette accusation de faire sa crâneuse que mes copines ont pu me faire quand j'étais en primaire. Voilà, il y a eu pas mal, ma vie a été comme ça jalonnée de moments où on m'a fait comprendre que en fait c'était pas bien d'être comme ça et que ça pouvait écraser les autres et parfois c'est vrai d'ailleurs en plus et que c'était surtout moralement c'était inacceptable d'avoir envie d'exister, de briller. Et aujourd'hui je me dis en fait il y a une sorte d'hypocrisie à penser qu'on est acteur pour surtout pas se montrer. Enfin, je trouve que c'est pas vrai. En fait, quand on est acteur, c'est quand même qu'on a envie d'être regardé ou au moins d'être entendu, y compris à travers les mots des autres. Bien sûr qu'on peut se cacher derrière des personnages et tout,
Mais quand même, c'est bizarre quand même, ce désir de vouloir être sur une scène, regardé par des centaines de personnes, si on n'a vraiment absolument aucune faille narcissique. Voilà, je questionne ce truc-là, peut-être ça existe, mais ce qui est chiant, c'est cette espèce d'injonction contradictoire où faudrait être acteur, mais surtout faudrait être humble et puis jamais avoir envie de se faire remarquer. Bah non, c'est pas vrai. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois que j'ai envie de plus me battre, de plus me bagarrer avec ces injonctions contradictoires de t'es comédienne, mais quand même, faut être humble, il faut être modeste, et faut surtout pas trop se faire remarquer. C'est un métier de l'image, quand même. Bah, quand même, ouais, de la représentation et de l'exposition, en fait. On s'expose. Parce que même si on fait genre, oui, les gens savent pas qui je suis vraiment, ce qu'ils voient de nous, c'est notre corps, notre voix, notre façon de chialer, notre façon. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc où on s'expose. Donc, faire semblant que ça nous dérange. Oui, je suis un peu fâchée parce qu'il y a beaucoup ces discours-là et qui sont en fait très culpabilisants et qui sont justement et qui contribuent à perpétuer un sentiment de honte, de culpabilité, ou d'illégitimité, etc. Ouais, c'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Ouais, c'est vraiment le côté. Mais pourquoi moi j'ai envie quand même qu'on me reconnaisse. C'est pas bien, quoi. Bah, en fait, si, c'est normal. Bien sûr. Et puis, d'ailleurs, pas que dans ce métier. C'est normal de vouloir être reconnu pour ce qu'on fait, etc. Donc, c'est humain, quoi. Donc, ouais, j'en ai marre de me bagarrer avec ça. Est-ce que tu penses que c'est une question qui te touche aussi en tant que femme, particulièrement, parce que le rapport à l'image, il est quand même pas le même entre les femmes et les hommes, et dans ce métier, on le sait, ouais. On n'a pas tout à fait la même place, quoi. Oui, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans la remarque que tu fais, c'est aussi que les femmes sont prises tout le temps dans cette injonction contradictoire de faut être belle, désirable, mais il faut pas que ça se voie. Faut pas qu'on voit que tu as envie d'être belle et désirable. Il y a une injonction de la société qui pousse les femmes à s'objectifier, ou en tout cas à mettre en valeur l'aspect de soi qui va séduire, oui, qui va être soumise, la féminité, voilà, qui va être soumise au regard des autres, etc. Et en plus, nous les femmes, on attend beaucoup des autres qui nous accordent une valeur, la valeur, et qui nous valident en tant que femme désirable, etc. Et à la fois, une femme qui va jouer de ces codes-là, ou qui va montrer qu'elle a envie de plaire, et d'être désirable, et d'être appréciée, etc. Elle est traitée de connasse, de salope. Ou de putain. De putain, exactement. Et surtout, on voit comment tout le monde s'en moque, etc. On voit comment, sur les réseaux sociaux, les nanas qui, font des comptes Instagram, de trucs de beauté, tout le monde les traite de débiles. Donc, en fait, c'est intenable. C'est-à-dire que c'est intenable. C'est-à-dire qu'on est vraiment prise en étau. Donc, en effet, moi, je pense que peut-être une des libertés, c'est de tracer son chemin à travers ça, d'essayer de trouver où se situe son désir, quoi, d'aller le plus possible vers son désir. Bon, j'ai envie d'avoir des ongles roses fluo. Peut-être que je vais pas trahir ma cause féministe si j'ai mes ongles fluo. Bon, je sais pas. Bon, je suis en plein. Donc on peut être midinette et féministe. On peut être. Merci. Comment t'appelles ça d'ailleurs ? Midiniste. J'adore ce mouvement. Je peux le rejoindre ? Avec plaisir. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choix. Ça m'amène à te poser cette question, cette petite question récurrente dans le podcast. Mais avec tout ce que tu nous racontes là, de frayer son chemin dans toutes ces injonctions et dans ce métier quand même qui est encore pétri de stéréotypes. Ouais. Et voilà, comment aujourd'hui, toi, tu définirais l'audace ? Ce qui me vient en premier, c'est ce que je disais, aller vers son désir. Et j'ai l'impression que les gens libres, parce que moi, audace, pour moi, il y a une histoire de liberté. Et j'ai l'impression que les gens libres, c'est les gens qui aussi arrivent à faire fi des attentes extérieures et du regard des autres. Et c'est hyper dur. Moi, je trouve ça vraiment dur et je me bagarre tout le temps avec. Mais l'audace, c'est de s'en foutre, quoi. De ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser, de ce que les autres vont penser. C'est trop dur, mais je sais pas. Il y a pas longtemps,
il y a quelqu'un d'assez cher, que j'aimais beaucoup, qui est décédé. Et il y a eu des super beaux discours de ses amies. Et elles ont dit d'elle, de cette personne, qu'elle disait tout le temps « on s'en fout ». Et peut-être l'audace, c'est ça. Allez quoi, on y va, on s'en fout quoi. Même j'en parle aussi à mon fils en ce moment, parce qu'il y a des problématiques même à l'école où je vois que c'est difficile de trouver la juste mesure entre faire plaisir à la maîtresse, par exemple, et aussi prendre du plaisir à aller à l'école. Enfin, il y a vraiment un truc... des fois, je lui dis, mais essaie de trouver toi, ton plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir, toi, au fond ? Est-ce que dans les devoirs que tu as à faire, est-ce qu'il y a un truc que tu vas aimer faire ou pas ? Enfin, pour essayer d'ajuster aussi, de s'ajuster, d'essayer de faire coïncider ce qu'on doit faire et ce qu'on a envie de faire. C'est ça, essayer de pas se dire « il faut que je fasse ça », mais qu'est-ce que j'aime faire ? Oui, de remettre le plaisir au centre aussi de nos vies. Voilà, ça peut être une boussole, quoi. Il est où mon désir ? Il est où mon plaisir ? C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est souvent lié quand même. Et c'est plutôt fiable, généralement. Ouais, je pense aussi. Eh ben merci Chloé, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Non, c'était passionnant. On aurait pu encore prolonger ce moment. Merci. Mais merci en tout cas. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et puis de pouvoir évoquer cet envers du décor. J'espère que tu as passé un bon moment. Super. J'aurais plus rien à raconter à ma psy, mais... Mince, alors, tu lui enverras l'épisode. Ouais, c'est ça. Merci à toi et merci à toutes et tous pour votre écoute. Je vous invite à laisser des petites étoiles ou des commentaires sur cet épisode s'il vous a plu, parce que ça nous aide toujours à faire connaître et à rendre visible ce podcast. Je rappelle que vous pouvez également vous abonner gratuitement à la newsletter pour vous tenir informé des prochains épisodes et des événements autour du podcast. Et puis moi je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode le mois prochain avec un nouvel invité, surprise, un invité qui vous redonnera l'envie d'oser. Merci Chloé. Avec plaisir. Merci à toi.